Les ombres noires. Le 28 septembre, mont du Cantal. À Murat, je ne fus plus seul. Humann vint me rejoindre. Après le départ de Gras, un peu du vent de la Russie soufflait à nouveau près de moi. De tous les amis, Arnaud Humann était le seul à ne pas tricher avec les amarres. Il les avait vraiment coupés. Et, sans base arrière, vivait depuis 30 ans en Sibérie. Il avait fait sien le principe du voyageur sans bagages, ne disposant pas d'un rouble, mais accumulant un trésor de souvenirs. À chacun de ses retours en France, il s'éberluait de voir son propre peuple se persuader de rayonner sur le monde. Ses amis des taïgas étaient peut-être des brutes, mais au moins n'avaient-ils pas d'autres ambitions que de passer l'hiver au chaud. Cela donnait des êtres moins pétris de considérations universelles, mais des convives capables de conversations plus simples et des soirées plus gaies. Cela prémunissait des jérémiades en cas de bourrasque. Pendant 2 décennies, Humann avait sillonné avec une inexplicable obstination les rivages du Kamtchatka, le delta de l'Amour, les taïgas de Yakoutie et les glaces du Baïkal. Il s'était marié au bord de la Léna avec celle qu'il appelait Taniouchka et avouait qu'il était passé de l'autre côté de la ligne. Avec cela, une démarche d'ours et les yeux fort bleus. Il m'accompagnerait quelques jours à pied, et c'était grande excitation de sillonner l'agencement délicat des terroirs français, pour lui qui avait l'habitude des paysages où l'immensité écrasait tout espoir de variation. Nous quittâmes Murat, village de pierre noire, et montâmes 15 kilomètres vers le sommet du plomb du Cantal. Là-haut, la mer de nuages ravit Humann. Il aimait ce qui camouflait le monde, les nuages, la distance, la vodka. Nous redescendîmes à la station de ski de Super-Lioran. Les installations balafraient les versants. Elles ne dépaysèrent pas Humann, habitué aux aménagements des espaces naturels par le génie soviétique. Pourquoi fût-ce à 14 heures? Et pourquoi là, plutôt qu'ailleurs? Nous étions paisiblement assis dans l'herbe à l'ombre des bâtiments de béton de la station de ski et nous déjeunions d'un quignon lorsque monta en moi une envie de mourir. Ce fut lent, pareil à un maléfice pointant à l'horizon. C'était une tache noire qui envahissait l'être comme l'encre de la seiche en nuage l'eau de mer. Plus tard, revenu à moi, je me souviendrai d'une amie de Val d'Isère qui me racontait avoir traversé l'Atlantique en voilier, s'être mise à l'eau au milieu de l'océan et avoir vu un inoffensif requin-baleine monter des profondeurs. Elle était restée subjuguée, privée du moindre réflexe. L'ombre que j'avais sentie naissait de mes propres tréfonds, comme une bête, mais pas comme une belle créature marine, comme une bête affreuse. C'était l'épilepsie, le mal noir. Les fractures de mon crâne favorisaient ces crises. Dans le camion de pompiers qui m'emportait à Aurillac, je reprenais mes esprits et vis la bonne tête d'Humann penchée sur moi pendant que le véhicule faisait ses embardées. « Tu as convulsé dans les herbes, dit-il. Cela ne dure jamais longtemps. 30 minutes tout de même. Pas beau à voir. Pas agréable, non. C'est parce que nous sommes dans un pays de lave, dis-je. Il y a le feu contenu sous le basalte. Le sol pulse de mauvais rayonnements. L'épilepsie était fatale en terre volcanique. Encore une explication valable, dit Humann. Le 29 septembre. Je passai une nuit à l'hôpital d'Aurillac et fus rendu à la liberté à 10 heures du matin par les neurologues. L'urgence s'imposait à moi de reprendre la marche, de conjurer l'ombre et de gagner la mer pour balancer du haut des falaises les poisons de cette chute survenue une année en arrière. Je sommais les chemins noirs de me distiller encore un peu de leur ambroisie. La somme de ce que j'exigeais d'eux s'augmentait. Je leur avais demandé de m'ouvrir les brèches d'une France rurale, d'apprendre à me cacher, de me remettre en branle. À présent, il leur fallait dissiper les ancres de l'épilepsie. Ainsi confirmai-je le caractère magique de cette marche, d'où il ressortait que seul son terme pouvait sonner le recouvrement total,
et que tenir ses promesses était le meilleur remède. Les médecins n'avaient pas formellement interdit de reprendre la marche, mais n'avaient pas non plus ardemment conseillé de le faire. Les médecins sont parfois des diplomates hors pair. De mon côté, j'avais pensé à Vialat. L'escargot ne recule jamais. Les phrases sont des prescriptions pour les temps difficiles. Un taxi nous ramena de l'hôpital à l'endroit où j'avais perdu conscience. À midi, nous nous engageâmes sur le chemin de grande randonnée du pas de Pérol et marchâmes 7 heures, jusqu'à la nuit, sur un plateau balisé de troupeaux et de burons isolés. L'air était fou et arrogant. Le vent distribuait ses gifles dans les herbes, décoiffait les chevaux blonds et affolait le ciel. Les monts du Cantal fermaient le paysage en une longue sinusoïdale. Eux étaient stables. Sortis de l'obscurité neurologique, je me sentais vivant parce que j'étais en route. Un sentiment d'une pureté parfaite. Nous fîmes halte dans un bois où la pénombre se flécha de raies. Humann était l'ami parfait. Il dressa un bivouac idéal pour cerveau secoué. Douceur de la mousse, lumière pré-raphaélite, dîner sur les souches et amitié des chouettes qui ululaient déjà. Nous nous endormîmes à la lueur de leurs yeux. Le 30 septembre, à travers l'Artense. Une seule nuit sèche et tiède sous des arbres assez vieux avait opéré son miracle. Je me réveillais au pied d'un pin, gonflé d'une excitation nouvelle. L'arbre fait-il percoler un peu de sa force dans l'organisme de celui qui dort à son pied? Après tout, on gagnait à rester dans le voisinage de certains êtres. Peut-être en allait-il de même avec les arbres. Nous passâmes des heures à ouvrir et à refermer des clôtures pour nous frayer passage dans les champs. Les rats taupiers regagnaient leur galerie, les rapaces les tenaient à l'œil. Les conifères maintenaient la fraîcheur. Les chemins fuyaient dans les forêts mixtes, entre les haies de pierre. L'automne avait remporté sa victoire sur les fougères. Elles saignaient déjà. Elles étaient les premières à avouer que la fête était finie. Les arbres, eux, tenaient encore. Le granit affleurait, couvert de mousse, ce qui avait suggéré aux offices du tourisme, jamais avares d'analogie, d'appeler la région la petite Scandinavie. Nous traversions pourtant des villages silencieux sans rencontrer aucune Suédoise en mini-short. À Konda, un deuil national aurait été déclaré que l'atmosphère n'eût pas été plus lourde. Qu'était-il arrivé en 5 décennies à ces petits lieux-dits? On croirait que les Russes arrivent, dit Humann. Traverser ces villages donnait l'impression de passer la revue des façades en berne. Ce qui n'était pas fermé était à vendre. Ce qui était à vendre ne trouvait pas acquéreur. Les monuments aux morts portaient les noms glorieux, et il nous semblait que les quelques vivants vacants dans les rues auraient pu s'ajouter à la liste. Les commerces florissants étaient les salons d'esthétique. Quand le navire est abandonné, autant se faire une dernière beauté, semblaient proclamer ces vitrines. Au moins, le narcissisme alimentait-il l'économie. Nous étions là au cœur du pays perdu, dans les zones grises de l'hyper-ruralité. Les habitants de ce désert se persuadaient que Paris ne les entendait pas. Un peuple avait vidé les lieux dans un exode récent. En Australie, le pompil, somptueuse guêpe à cuirasse rubiconde, pond son œuf dans une mygale vivante que la larve dévorera de l'intérieur en grandissant. Le triple dispositif de l'économie glorieuse, de l'agriculture industrielle et de l'urbanisme triomphant avait été le pompil des campagnes. Une idée m'inquiétait. Et si l'épilepsie naissait de l'irruption de la mélancolie? Je disais à Humann qu'il nous fallait vite retrouver un chemin bordé d'arbres, nous rejeter sous les futaies, rejoindre un cours d'eau, sortir des zones livides. Étais-je en train de virer nostalgique? Humann en était persuadé. « Tu es gâteux, me disait-il. »« Et après » lui répondais-je. Était-il indigne de penser qu'un village avec flonflon d'orchestre et meuglement de bestiaux contenait davantage de poésie qu'une rue vantée où clignotaient des enseignes de manucure? J'avais été jusqu'alors l'ennemi de la pensée passéiste. Craignant la ringardise, j'avais considéré la nostalgie comme une maladie honteuse, pire que la cirrhose du foie,
laquelle passait encore pour le prix des nuits joyeuses. Je me forçais à croire que la France des collines, décrite par le géographe Pierre Georges, était un souvenir, ou pire, un rêve. Chaque innovation se devait d'être heureuse. J'avais d'ailleurs un argument imparable. On trouvait dans Horace, Rousseau, Nerval et Lévi-Strauss la même déploration de la course du temps, preuve que la nostalgie n'était qu'un bégaiement sénile, le regret d'avoir perdu ses 20 ans. Le talent consistait au contraire à s'enthousiasmer des soubresauts de l'époque. Regardez Cocteau, il avait allumé de nouveaux brasiers, applaudi les éruptions. Mais les derniers mois m'avaient changé, et cette courte marche dans le décor du pays avait accéléré la réforme. Je n'aurais plus honte, désormais, de m'avouer nostalgique de ce que je n'avais pas connu. Je me savais un goût pour l'odeur du tanin, les faces rouges et les longues tables de bois sous les charpentes des granges. J'aimais la substance des choses, la musique des objets, la promesse des soirées piquées de lampions. Et ce chant-là du monde, je ne l'entendais pas en ces corridors. Était-il malséant d'établir une hiérarchie entre les choses, de préférer la France de Roupnel, fût-elle fantasmée, aux alignements des maisons mortes? Passé la Dordogne, nous frappâmes à la porte d'une ferme pour demander de l'eau. Sur la table de bois, on nous servit le café, et Humann parla à notre hôte de la Russie des forêts harassées par l'hiver. Le fermier, lui, racontait cette histoire que j'avais entendue déjà. Une enfance à la campagne, une vie à la ville, et le retour, sur les vieux jours, dans le pays presque effacé. La porte s'ouvrit. « Mon fils !» dit notre hôte. Un type en bleu nous salua en silence, embrassa son père. L'ampoule à nu balançait au bout de son fil, éclaboussant d'ombre les visages. « Vous voyez, j'ai été le fils, puis le père d'un paysan, » dit le vieux. Entre les deux, la parenthèse d'une vie. Dans mon enfance, on vivait avec 4 ou 5 vaches. On faisait 300 hectares par jour. Ils en font 150 aujourd'hui. Je n'avais pas mené l'étude nécessaire à comprendre la mécanique de ces phénomènes, ni ne disposais de la puissance intellectuelle pour les analyser. Mais je pressentais que notre hôte soulevait là un point crucial. Le sentiment de ne plus habiter le vaisseau terrestre avec la même grâce provenait d'une trépidation générale fondée sur l'accroissement. Il y avait eu trop de tout, soudain. Trop de production, trop de mouvement, trop d'énergie. Dans un cerveau, cela provoquait l'épilepsie. Dans l'histoire, cela s'appelait la massification. Dans une société, cela menait à la crise. Le 3 octobre, par le pays d'Ussel. Humann me quitta à Ussel. Il repartait vers ses amours russes. Le dernier mot de lui sur le quai: « Je ne dois pas rater l'Ussel-Irkoutsk de 14h50. » Je poursuivis vers le nord par les bois et les pâtures. Dans la forêt, l'étape fut sans repos. Les hérons s'envolaient en craquant aux lisières. Je marchais 6 heures durant. La pluie me chassait vers l'avant. Elle tombait drue. Il n'y avait pas beaucoup d'air entre les gouttes. Dans le village de la Courtine, les gendarmes m'arrêtèrent. « Nous allons vous demander vos papiers, s'il vous plaît. » Diable, la maréchaussée est devenue fort aimable, pensai-je en farfouillant dans mon sac. Les 2 factionnaires tinrent à me conduire au petit hôtel, 200 mètres plus loin. J'étais gêné de détourner le service public aux fins privées de mon propre loisir. Et pour la 2e fois, après un trajet dans le camion des pompiers, je me trouvais convoyé dans un véhicule officiel. La patronne de l'établissement me regarda d'un mauvais œil. Aucun taulier n'apprécie les clients débarqués d'un fourgon. Les tirs d'entraînement que j'entendis le lendemain dans la forêt expliquaient le zèle des gendarmes. Le camp militaire de la Courtine déployait ses vallons enchantés, quoique interdits aux personnes étrangères au service. On y devinait l'existence des salamandres, des chouettes effraies et de toutes bêtes capables de se cacher au premier coup de mortier de 120 mm. Souvent, je me couchais dans les champs pour dormir. La pluie ne me réveillait pas tout de suite. J'ouvrais l'œil quand les habits détrempés me glaçaient les os, preuve de la qualité du sommeil dans les labours. À travers la Creuse,
j'errais dans un état d'ébriété sèche. Les médicaments contre l'épilepsie m'abrutissaient. S'y ajoutaient les doses de colchicine pour les complications cardiaques et les produits pour calmer les douleurs des jambes. J'avais foutu le feu à ma vie, brûlé mes vaisseaux, sauté pour échapper à l'incendie. Et à présent, je traînais sur les chemins une inflammation générale que la médecine contenait. Tâchons de ne pas tomber à l'eau, pensais-je, en passant les ponts sur les ruisseaux. Cela évitera à la région une pollution chimique. Le 5 octobre, sur le plateau de Mille Vaches. Ce furent des jours mélancoliques, moins fouettés de photons qu'en Provence, moins portés par l'ardeur de passer les montagnes. Couronnant les croupes d'un relief timide, des châteaux aux volets clos ressemblaient à des décors du Grand Maulne, pour cousines rougissant derrière les coutiles. Je trouvais des chemins paisibles dans les collines. Les chevaux dans les champs accouraient à mon passage, signe qu'ils ne voyaient pas grand monde, et venaient rafler un instant amical à leurs heures solitaires. Les vallons étaient humides et chauds, les sexes du relief. Des crapauds veillaient dans les replis. Le vent se levait, froissait la forêt. Je balançais entre les vues campagnardes, dignes des planches de Vidal de la Blache, et les villages désertés. Dans les rues vides, je posais la question du naufragé quand il se réveille en pleine eau sur une planche de bois. Où est passé tout le monde? Je traversais Mania l'étrange, dont le nom m'aimanta, bien que l'endroit eût pu s'appeler Mania le délaissé. Parfois, sur ces monts chauves, une boulangerie résistait à la saignée. La boutique cumulait les fonctions d'épicerie, de bureau de poste et de débit de tabac. Certaines boulangeries n'étaient pas mieux approvisionnées qu'un commerce moldave des années soviétiques. Une boîte de thon, un bocal de cœur d'artichaut, des fraises tagada, des piles R4. À Cunha, à 10 heures du matin, la marchande était au téléphone. « Non, je n'ai plus de pain. Je n'ai plus qu'une tourte. » C'étaient des conversations de pénurie. Il existait sur les atolls polynésiens des comptoirs de ce genre, où les populations de vagabonds des mers, descendus de leurs rafiaux, venaient se jeter un rhum et s'enquérir des affaires du monde. Ils en profitaient pour acheter un bidon d'huile de moteur et quelques mètres de cordage. Ici, dans le Limousin, l'ironie tenait à ce que ces postes de survie étaient financés par l'Union européenne. Le drapeau de l'UE flottait sur les mairies aux volets clos. Les équarrisseurs du vieil espace français s'occupaient à recoudre le cadavre de la campagne dont ils avaient contribué au trépas.